Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire du 3 décembre, webinaire organisé par l'EREPL, l'espace de réflexion éthique des Pays de la Loire, ayant pour sujet les refus de soins. Quels enjeux éthiques? Nous allons dans quelques instants vous présenter les intervenants. Je voulais juste, avant m'adresser à vous qui nous suivez sur YouTube, bien sûr, vous pouvez poser des questions à travers les commentaires. Ces questions seront relayées ensuite aux intervenants. Les intervenants, je les présenterai dans quelques instants. Pour l'instant, je vais laisser la parole à Miguel Jean, directeur de l'EREPL, et à Aurélien Duthé, chargé de mission pour l'espace de réflexion des Pays de la Loire, pour expliquer les circonstances de ce webinaire et sa raison d'être. Je vais peut-être d'abord laisser la parole à Miguel Jean, le directeur de l'EREPL. Oui, merci beaucoup. Alors, j'ai souhaité la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur ce webinaire qui existe parce que malheureusement la situation sanitaire nous a empêchés de nous réunir comme chaque année dans une salle. Bon, voilà, on s'adapte. Alors d'abord, je vais commencer par remercier tous les intervenants de cette table ronde qui ont répondu présent à notre appel, qui était prévu sur cette rencontre en présentiel et qui très aimablement ont accepté de se prêter au jeu du distanciel. Et donc encore un grand merci. Je vais laisser tout de suite la parole à Aurélien Duthé qui va nous présenter les enjeux de cette thématique du refus de soins qui traverse à la fois le secteur sanitaire, social ou médico-social et une thématique qui nous avait semblé extrêmement importante. Aurélien, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Déjà, un grand merci à tous les intervenants de cette table ronde. Donc effectivement, la question du refus de soins et d'accompagnement, il y a des enjeux qui sont multiples, qui sont très importants, très récurrents. Probablement qu'il n'y a pas un professionnel du secteur sanitaire, médico-social ou social qui n'a pas été confronté à un moment donné à des situations de refus. Et effectivement, les enjeux éthiques peuvent être extrêmement différents en fonction des personnes, du contexte, en fonction de la nature de ce qui est refusé, évidemment. Donc, je serai très rapide, hein, mais effectivement, il y a des enjeux assez forts autour de cette question du refus. D'abord, en fonction de la nature, la gravité de la situation, du contexte de pathologie, du handicap. Est-ce qu'une situation de refus d'un traitement vital n'a évidemment pas les mêmes répercussions, les mêmes conséquences et les mêmes enjeux qu'un refus de toilette dans un établissement, par exemple? Donc, effectivement, en fonction de la nature de ce qui est refusé, il y a des enjeux qui sont différents. Et puis, d'un point de vue éthique, là où on va centrer un certain nombre de questionnements, c'est sur les capacités des personnes à comprendre la situation, à comprendre sa situation médicale, sa situation, l'intérêt des différents traitements qui lui sont proposés. Donc ça va être un élément important d'évaluer les capacités des personnes lorsqu'ils sont en situation de refus. Qu'est-ce que ça implique? Et puis évidemment, cette question du refus, c'est tout à fait des questionnements autour du respect de l'autonomie, de l'autodétermination, de la liberté des personnes à consentir ou pas à un certain nombre de soins ou de traitements. Et puis je pense que ça, c'est quelque chose qui va être extrêmement abordé pendant ce temps d'échange. C'est de quoi ce refus, il est le nom. Pourquoi la personne refuse? Est-ce que ça correspond véritablement à l'expression d'un choix rationnel, mesuré, évalué? Ou bien est-ce que ce refus est tout simplement aussi l'expression d'une fatigue, d'un désespoir, d'un repli sur soi? Est-ce que ce refus est la dernière expression de la liberté des personnes lorsqu'elle est en situation de dépendance? Donc, la part de travail, de soins, d'accompagnement sur la compréhension et l'explication de ce refus va être aussi importante. Et puis, évidemment, un refus a des conséquences aussi sur les professionnels qui accompagnent, sur les familles, les aidants. Parfois, ce refus peut être vécu comme l'expression d'un échec ou d'une culpabilité. Donc, ça va être aussi important de comprendre et d'examiner l'impact de ces refus sur à la fois les professionnels et puis sur les aidants, les familles, lorsqu'il y a ces situations de refus. Je ne vais pas plus loin dans les différents enjeux parce que ça va être travaillé et discuté. Juste pour rappeler effectivement que toutes les personnes qui nous suivent peuvent nous poser leurs questions pendant ce webinaire. Et puis, n'hésitez pas à me solliciter pour que je puisse exprimer, synthétiser ces différentes questions qui seront posées. Donc, bon échange à vous tous. Et puis, encore un grand merci pour votre disponibilité et votre présence aujourd'hui. Et merci à Aurélien et à Miguel, bien sûr, de l'EREPL d'avoir organisé ce webinaire qui
durera 1 heure et demie, hein, jusqu'à midi. Les intervenants aujourd'hui, nous avons le docteur Marie-Thérèse Lambrio, gériatre, maintenant à la retraite du centre hospitalier de Pompiers. N'hésitez pas à compléter si jamais j'oublie des choses. Paul Chouanet, président de France Alzheimer Mayenne, Emmanuel Coulange, infirmier coordinateur à l'ADMR 53, aide à domicile en milieu rural. Et enfin, Magali Bouteille-Brigand, maître de conférence en droit privé, spécialisé en droit des personnes et droit de la santé. Et Magali Bouteille-Brigand, c'est vers vous que je vais me tourner dès le départ pour avoir une définition de ce que c'est que le refus de soins. J'imagine qu'il peut prendre énormément de formes, et nous y reviendrons dans quelques instants, mais du point de vue de droit, comment est défini le refus de soins? Alors, bonjour à tous. Alors, on ne peut pas parler du refus de soins sans parler de son origine, qui est la recherche du consentement du patient. C'est l'autre face du consentement du patient. Et l'exigence d'un consentement du patient est une exigence qui est ancienne, qui existait déjà en déontologie, qui existait déjà dans les premières lois portant sur le médical. Ça a surtout été répété après la Seconde Guerre mondiale, quand on a constaté que certains médecins dans certains pays pouvaient faire des expérimentations sur des prisonniers sans leur demander leur consentement. Donc ça a été réaffirmé dans le Code de Nuremberg, etc. Mais ça existait déjà, mais il y avait quand même en France et ailleurs, hein, une certaine forme de paternalisme médical qui faisait que le médecin était le sachant, le patient était le non-sachant, et donc le médecin savait mieux que le patient ce qui pouvait lui arriver et les traitements qui devaient lui être soumis. Donc il existait déjà cette exigence de consentement, mais elle n'était pas en pratique, elle n'était pas aussi pointue qu'elle peut l'être actuellement. Heureusement, la loi du 4 mars 2002 a réaffirmé l'exigence du consentement et avec elle, elle a emporté l'affirmation du droit au refus de soins qui nous occupe aujourd'hui. Alors, juste également, que ce soit le consentement ou le refus, ce sont des corollaires du principe de dignité de la personne humaine, dignité qui va irriguer tout le droit médical et le droit de la personne, et qui justement est à l'origine du principe d'autodétermination, d'autonomie de la personne. Donc voilà d'où vient le refus de soins. Donc ça veut dire quoi concrètement le refus de soins? Ça veut dire que comme le patient doit consentir aux soins qui lui sont proposés, c'est le patient qui doit donner son accord pour une intervention qui ne peut avoir que pour but une nécessité médicale. Le patient peut aussi refuser les soins. Et le médecin va devoir respecter ce refus de soins dès lors que le refus est réitéré et dès lors que le refus est exprimé conformément une fois que le patient a connaissance de ce à quoi il refuse, de ce qu'il refuse. Donc voilà pour brosser un petit peu le refus de soins. Et ça veut dire également que le médecin doit respecter le refus du patient et que corrélativement, le médecin ne sera pas responsable si il n'a pas traité un patient suite à un refus de soins. Donc il y a vraiment ces deux aspects. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, ça c'est du point de vue du droit. Je voulais voir avec les autres intervenants si cette définition légale, on va dire, était suffisante ou si, d'après votre expérience, le refus de soins avait peut-être une définition, on va dire, un peu plus globale. Je propose que vous, Marie-Thérèse Lambrio, je rappelle que vous étiez gériatre au centre hospitalier de Château-Gontier. Pour vous, est-ce que cette définition légale du refus de soins est suffisante? Oh, je ne sais pas si elle est suffisante, mais je trouve très intéressant de pointer le fait que refus et consentement sont liés. Et c'est vrai que dans la pratique soignante, à partir du moment où on fait un soin, on a l'impression que c'est pour le bien de l'autre et que forcément, ça s'impose. Et c'est vrai qu'avec la loi de 2002, ça a quand même un petit peu secoué, d'ailleurs plus les médecins que les soignants, hein,
puisque maintenant on devait prendre en compte le fait que la personne, elle avait un avis sur ce qu'elle pouvait accepter et refuser, alors que pendant très longtemps, les soins, les traitements s'imposaient pour le bien de l'autre. Et moi, je me place surtout sur le versant de mon expérience de terrain pour dire que le refus de soins, le refus de traitement, alors il y a une différence un peu entre les deux, hein, en tant que soignant, pour moi, les soins ne doivent jamais s'arrêter. Ils doivent être respectueux de ce que veut la personne, mais on ne doit pas l'abandonner. Enfin, on n'est pas dans un abandon si la personne refuse. Ça, pour moi, c'est fondamental. Le refus, il est respecté, mais on n'abandonne pas. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la pratique sur le terrain, quand une personne refuse quelque chose, c'est toujours violent pour le soignant, douloureux pour le soignant, une remise en question. C'est généralement mal vécu. Et ça entraîne un vrai malaise, ça renvoie à la question de son métier, de pourquoi on est là, de bien faire son travail, un sentiment d'impuissance, d'échec. Ça se vit comme ça sur le terrain et ça se vit souvent mal parce qu'on a aussi le regard des autres de l'équipe. Et voilà, donc je pense qu'on a le refus de soins, il nous met à mal en tant que soignant ou en tant que médecin. Et on a besoin d'y réfléchir ensemble. Et on y reviendra aux conséquences de refus de soins ou refus de traitement sur les patients, mais également sur en effet le corps soignant, sur les médecins et également éventuellement sur les proches. Je vais continuer sur cette définition du refus de soins. Paul Chouanet, président de France Alzheimer Mayenne, vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette définition légale et puis de ce que vient dire Marie Leblanc-Briot sur cette différence entre le refus de soins et le refus de traitement qui ne serait pas exactement la même chose. Alors, Paul, il faut réallumer votre micro. Oui, je rejoins bien les deux approches qui ont été exprimées, à la fois sur le plan légal avec une remontée dans la chronologie du temps et puis entre refus de soins et refus de traitement, avec comme corollaire le non-abandon. Pour nous, ça nous paraît quelque chose de très important auprès de la personne qui est accompagnée en fait dans un chemin de maladie la plupart du temps. Et sur le plan individuel, mais cette recherche de consentement est le devoir du médecin, le devoir aussi des soignants, puisque le consentement est en permanence à renouveler, si je puis dire. C'est vraiment à chaque soin qu'il y a presque demande d'accord de réaliser un soin. Et par exemple de recevoir un traitement, alors que le consentement, parfois, vu du côté du médecin, va faire référence à un projet de soins thérapeutiques, tel qu'une intervention, tel qu'une démarche de prise en charge sur une pathologie, alors que pour le soignant, ça va souvent être dans un acte au quotidien, en fait. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus difficile pour un soignant d'être confronté, parce que le consentement, c'est une relation entre deux personnes, et le refus, c'est aussi parce qu'il y a la présence de deux personnes. Et donc, ça va être d'autant plus difficile pour un soignant d'entendre ce processus de refus dans la quotidienneté, en fait, d'un accompagnement de soins. Et parce qu'il se sent directement remis en cause. Parfois, cette remise en cause est grandie encore lorsque d'autres membres de l'équipe ne font pas face au même type de refus. Et ça renvoie à la propre valeur de soi, sa propre démarche de soignants qui sont parfois très difficiles. Ensuite, il y a des refus qui représentent aussi des valeurs importantes, telles que le refus de toilette. Bon, c'est lié à des processus d'hygiène, ça peut être, mais le refus de manger, par exemple, a une autre teneur sur le plan déontologique et sur le plan de la vie quotidienne, par exemple. Et donc, on va pouvoir peut-être reparler de cela, mais les différents types de refus sont très, très importants aussi à prendre en compte. Et puis, dans la mesure aussi où la personne, par exemple, va être sous mesure de protection juridique pour les adultes.
Et là, il va y avoir des tiers qui vont entrer dans cette action. Et ça peut aussi modifier beaucoup l'évolution des comportements de chacune et de chacun des intervenants, en fait. Et on verra probablement avec Magali Bouteille-Brigand tout à l'heure, du point de vue du droit, ce qu'il en est. Emmanuel Coulange, donc vous êtes infirmier coordinateur à l'ADMR 53. ADMR, c'est aide à domicile en milieu rural. Pour vous, cette définition, on continue, je vois un peu avec cette définition du refus de soins, qu'en pensez-vous? Donc en effet, moi je suis plutôt sur la partie domicile, à la fois côté ADMR, aide à domicile, aide à la personne, donc où il y a plutôt des auxiliaires de vie, des aides à domicile, mais aussi sur une partie soins, puisque j'ai en gestion 3 centres de santé infirmiers où évoluent 17 infirmières qui font du soin à domicile. Donc, du soin à domicile comme peuvent le faire des infirmières libérales. Donc si cette partie un petit peu plus soins, application en tous les cas de prescription. Alors à domicile, là, je suis assez en accord avec tout ce qui a été dit, et notamment du point de vue du droit, puisque dans le domicile, le consentement, c'est l'évidence même, puisque les personnes sont chez elles. Les personnes se positionnent, je pense, encore plus que quand elles sont dans une institution. Peut-être qu'en effet, en milieu hospitalier, le refus est parfois mal vécu et les médecins, les soignants ont peut-être un peu moins l'habitude d'avoir des patients qui se positionnent et qui résistent. Alors que quelqu'un qui évolue dans son milieu et qui est chez lui reprend beaucoup plus ses droits et prend le droit de dire non, aujourd'hui je veux pas ça, aujourd'hui je veux pas ci, aujourd'hui ce sera comme ça, et non je veux pas ça, et non je veux pas voir le médecin, et non je prendrai pas ce traitement. Enfin, bon, vous le disiez monsieur Chouanet, ça va être pour manger, ça va être pour se laver, ça va être pour moult choses, prendre ses traitements médicamenteux, enfin, c'est tous les jours, c'est quotidien, et ça fait partie intégrante de la mission de tous les agents qui font du domicile. D'obtenir ce consentement, de réussir à faire en sorte que les soins soient faits, que la personne soit en sécurité, que les choses se passent bien. Mais la personne, elle exprime clairement son choix. Donc c'est vrai qu'on est totalement, nous, là-dedans, en permanence et au quotidien. Obtenir le consentement du patient. Moi, c'est des questions récurrentes que j'ai de nos équipes. Quand quelqu'un ne va pas bien, qu'il refuse d'appeler son médecin, on est dans le refus, voilà. Donc première chose, obtenir le consentement, et puis après je travaille ça avec les équipes en leur disant bon, par contre à un moment donné il faudra peut-être sauter le pas, vous, d'appeler les secours si on estime qu'on est dans l'urgence. Il y a le côté consentement, droit de refuser quelque chose, et puis à un moment donné la mise en danger qui va faire qu'on va par contre là s'y opposer, sauter le pas. Mais tout ça sont en effet des choses qu'on travaille avec nos équipes quotidiennement. Je rappelle que si vous voulez intervenir, vous pouvez à tout moment lever la main pour les autres intervenants. Je voulais revenir sur une des choses que vous avez dites. Moi, d'un regard extérieur, j'aurais pensé que des patients chez eux, donc a priori plus en confiance, accepteraient plus facilement justement les soins et les traitements. Et ce que vous êtes en train de me dire, c'est que cette confiance qu'ils ont chez eux, justement, ça va peut-être à l'inverse les inciter à refuser des soins ou des traitements. Est-ce que c'est le cas? Ah oui, je pense que c'est plutôt l'inverse. La personne, dans son cadre de vie, aura plus tendance à exprimer ce qu'elle souhaite et à dire ici c'est chez moi c'est moi qui décide. Alors qu'en institution ou à l'hôpital, où j'ai aussi longtemps travaillé, on a des gens qui ne sont pas dans leur milieu, ils sont dans un lit, ils sont à la merci des soignants qui sont là pour leur prodiguer des soins, et ils se mettent dans cette position de je me laisse faire, on veut me faire ça, on me le fait, et ils expriment pas forcément aussi facilement le fait de dire non, aujourd'hui je veux pas, non, vos traitements j'ai plus envie de les avaler, non, enfin ça arrive, bien entendu, on le rencontre, mais je pense que ça arrive moins en milieu hospitalier et en institution qu'à domicile, où la personne reprend ses droits, voilà, se dire je suis chez moi c'est moi qui décide. On a ce positionnement très régulièrement, des gens qui s'énervent et qui vous disent ici c'est moi le chef, c'est moi qui commande, c'est moi qui décide. Et ça, moi je l'ai rarement rencontré à l'hôpital. Hein. Enfin, allez-y. Marie-Thérèse Leblanc-Priault, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, avec des refus qui sont plus
facilement C'est pas fait les mêmes. Je à crois que c'est domicile. pas les mêmes. Je crois qu'effectivement, le domicile, la personne, enfin, je le sens bien ça, parce que j'ai eu une part de mon activité en équipe mobile de soins palliatifs, où on allait à domicile aussi. La personne, elle est chez elle. Son identité, elle est reconnue d'emblée. En institution, enfin, je me place plus sur le versant EHPAD et unité de soins de longue durée. Effectivement, elle est dans l'institution. Et je crois que le refus, il ne va pas s'exprimer de la même façon. Il peut s'exprimer, et là, c'est vraiment le travail des équipes, par un lâcher, par un désintérêt, par un repli, par j'ai pas faim, la personne se referme. Ça peut être une forme de refus qui est compliquée à démasquer parce qu'elle est là. Je rappelle quand même que 3/4 des personnes, c'est une étude de 2013 de l'Observatoire national de fin de vie, 3/4 des personnes qui entrent en EHPAD y entrent contraintes. Non pas parce qu'il n'y avait pas d'autre solution et qu'elles subissent cette entrée. Donc déjà, ça fait une grosse pression. On a subi. Donc il y a déjà une grosse entrave. Et je crois que le refus va s'exprimer différemment. Donc moi, je le vois un peu par cette espèce de désintérêt ou par une majoration des troubles du comportement. Parce que je rappelle aussi qu'en EHPAD ou en unité de soins de longue durée, on est à plus de 60%, et ça dépend des établissements, de gens qui sont désorientés, qui ont des problèmes de type de maladie démentielle. Et on aura donc, ça se manifestera peut-être par une recrudescence de troubles du comportement ou d'agressivité face à certaines choses, ça va être un petit peu explosif. Et donc, du coup, effectivement, je rejoins Paul Chouanet, il y a aussi tout le regard des autres de l'équipe, les contraintes institutionnelles qui vont faire monter la pression, je dirais encore plus. Parce qu'on a 30 personnes dans le service, tout le monde a aidé pour la toilette, et quand il y a une personne qui va refuser violemment la toilette, ça va être complexe, ça va être très complexe. Mais voilà, je voulais dire qu'on refuse, mais c'est pas pareil, ça s'exprime pas pareil. Quels soins, d'après votre expérience, je vais donner la parole à Paul Chouanet, je reviendrai ensuite sur ces soins qui sont refusés. Paul, vous vouliez rajouter quelque chose? Votre micro, Paul. Paul Chouanet, président de France Alzheimer Mayenne. Donc, je voulais simplement aussi dire entre domicile et établissement ou clinique ou hôpital, la grosse différence aussi, c'est que la personne, lorsque dans ses valeurs personnelles autour de son identité, de son territoire, par exemple, et de ses droits à décider, et de ses droits aussi à prendre des risques, lorsqu'elle est chez elle, tout ça, ça reste dans ses possibilités. Et lorsqu'elle est dans une structure, tout ça est énormément réduit en fait. Son identité est réduite souvent à un code-barre sur son bracelet de poignet. Son territoire devient uniquement son lit et la table de nuit, etc. Son droit au risque, elle n'a plus du tout idée de quel risque elle peut prendre, etc. Et on voit bien que la situation de la personne elle-même est très très différente en fait entre le domicile et un autre lieu. Et puis le système autoritaire aussi, quelle est la hiérarchie? Et là, Monsieur Coulanges le disait très bien, chez moi, la hiérarchie, c'est moi. Que lorsque l'on est dans un autre endroit, le processus hiérarchique ou d'autorité est totalement aussi différent en fait. Et moi, je crois que les processus de refus sont beaucoup quand même liés après à des mécanismes, comme l'a évoqué Marie-Thérèse Blanc-Briot, à des mécanismes aussi de dissension en fait. C'est une forme de dépossession de quelque chose de soi quelque part. Alors que lorsqu'on commence à perdre un peu la tête, on a vraiment l'impression que le moindre intervenant extérieur va prendre une forme d'emprise, il va y avoir une dépossession de soi-même. Et moi, je crois qu'il y a beaucoup autour du refus, un processus autour de la dépossession de ce que je suis. Alors, hiérarchie dans mon autorité, etc., etc. Et là, ça va entraîner des processus de refus qui peuvent être très différents. Des processus de refus par rapport à son tuteur, par exemple, lorsque l'on est chez soi, qui vont être très différents lorsque un tuteur ou un curateur va intervenir dans une structure. Enfin, on voit bien que
cette dépossession est vraiment liée à tout un tas de valeurs qui sont un projet humain que la personne a. Et puis, c'est énormément accentué avec, par exemple, l'annonce de la maladie grave ou le vécu de la maladie grave qui peut modifier totalement là, des processus psychologiques de réaction, en fait. Et aussi par l'avancée en âge. Hein. Lorsque l'on avance en âge, il y a quand même les crises des étapes de vie et des formes de vieillissement qui peuvent aussi lourdement intervenir dans ces processus de dépossession. Pour vous, Paul, quels sont les refus le plus fréquents? On parle de refus de toilette, on parle de refus de soins, c'est un petit peu global. De quels refus on parle exactement? Lesquels sont les plus fréquents dans votre expérience? Enfin, il y a une différence, je pense que Monsieur Coulange pourra le dire mieux que moi, mais il y a une différence déjà entre le domicile et lorsque l'on est hospitalisé, par exemple. Le refus à domicile, souvent, ça démarre avec un refus d'aide, ni plus ni moins. Hein. Ça démarre avec le refus d'être aidé, en fait, avec ce processus d'être dépossédé de quelque chose dans ses propres capacités, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir me suppléer ou faire à ma place des choses que je devrais normalement faire dans mon chez-moi, ou par rapport à moi-même si c'est ma toilette. Donc, il y a un problème là. Que dans l'établissement, les refus vont être des refus très ponctuels, en fait, parce qu'il y a besoin de reprendre la barre, tenir la barre de moi-même. Et il y a des choses sur lesquelles la personne ne peut pas directement agir. Par exemple, autour d'une évolution de pathologie, elle a des plaintes, elle a des douleurs, elle a des incapacités, elle a des difficultés. Et ça, ces difficultés-là, elle est prête malgré tout à en voir une forme de soulagement. Et donc, à partir de là, les refus vont être très différents. Et Emmanuel Coulange, est-ce qu'on est avec Paul, le refus principal, c'est tout simplement le refus d'être aidé, ou est-ce qu'il y a des soins en particulier qui sont symptomatiques justement de ces refus? Oui, c'est le refus d'être aidé, ça démarre très très tôt. Vous l'avez très bien dit. Hein, déjà, comme on disait tout à l'heure que les entrées en EHPAD n'étaient pas toujours décidées par les personnes, le début de l'aide est parfois lui aussi pas tout à fait décidé par les personnes. Enfin, on est aussi dans ce cas de figure-là. Tout ça, c'est on s'exprimer à tous les niveaux et à chaque instant. On arrive déjà dans une situation pour commencer à aider les gens. Il n'est pas toujours. On a perdu un petit peu Emmanuel. Emmanuel, on va vous laisser. Emmanuel, on ne vous entend souvent encouragé par. On n'entend plus Emmanuel. On va le laisser. Peut-être, moi j'ai des coups. On l'entend plus pour Emmanuel. Je vais vous poser la question à Marie-Thérèse. Qu'en est-il de votre expérience en centre hospitalier? Quels sont les soins les plus souvent refusés? Comme on disait, ce n'est pas exactement la même chose qu'à domicile. C'est peut-être pas un refus d'aide, mais un refus, on disait, plus ponctuel. Je crois que c'est à la fois plus ponctuel, mais des fois à la fois plus global, comme je le disais tout à l'heure, et donc des fois moins apparent. Donc il y a des choses ponctuelles qui sont explosives. Je pense par exemple à une personne désorientée qui est recroquevillée sur son lit et le soignant arrive pour faire sa toilette parce qu'il a des contraintes institutionnelles. Il y a une organisation réfléchie en équipe et c'est le moment d'aller faire la toilette à cette personne qui, elle, est peut-être dans un autre moment. Elle est dans un autre moment de son histoire, de sa vie, de son rythme. Et là, on a deux rythmes et deux moments qui ne se rencontrent pas. Et donc là, la parole, le non-verbal, la façon d'approcher, ça va être déterminant. Et donc, il peut y avoir un conflit, il peut y avoir un rejet, parce que du coup, la personne, elle va se sentir attaquée, et elle va répondre par une attitude défensive. Et donc, le soignant surpris, sous pression, parce que voilà, il venait pour faire le bien, pour aider la personne, et il se trouve jeté. Donc ça, c'est quelque chose de souvent quotidien. Alors, quand c'est ponctuel une fois, ça se vit bien, mais quand c'est répété tous les jours,
c'est quelque chose d'usant pour l'équipe. Ce qui est très usant, c'est ce qu'a dit aussi Paul Choignet tout à l'heure, c'est le refus alimentaire. Pourquoi? Parce qu'une personne qui refuse de manger, c'est la mort derrière. Et c'est présent pour tout le monde. C'est présent pour les soignants, c'est présent pour les proches. Et quelquefois, voilà, refuser de manger, alors est-ce que c'est un refus? Est-ce que c'est une incapacité? Est-ce que c'est une impossibilité? Il ne faut pas aller non plus trop vite dans l'interprétation des choses. Il faut analyser ce qui est en train de se passer. Mais quelquefois, voilà, l'expression d'un refus ponctuel, c'est effectivement l'expression d'un refus plus global. Je voulais revenir sur la question de la dépossession. Les EHPAD, hein, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Voilà, dépendantes. Dans le terme, on entend qu'ils ne sont plus. Mais vous savez très bien qu'on confond les termes. Enfin, je tourne aussi vers Madame Bouteille, on confond les termes. Ce n'est pas parce qu'on est dépendant qu'on n'a plus de capacité du tout de choix et de liberté. Et je crois que dans nos établissements, on a énormément de personnes vulnérables, très âgées, malades, avec des polypathologies. Et on a l'impression que parce qu'elles sont très vulnérables, il faut les protéger et qu'elles n'ont plus de cette marge-là de choix, de pouvoir dire encore quelque chose de ce qu'elles veulent. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas dire que leur jugement est le même que le nôtre. Ça pose la question, est-ce que leur choix est éclairé? Est-ce qu'elles mesurent les conséquences de leur choix et de leur refus? Mais nous, est-ce qu'on mesure les conséquences du traitement ou du soin que l'on veut leur imposer en termes de violence faite à leur personne, à leur dignité? C'est-à-dire que je crois profondément qu'on peut être très vulnérable, mais on a toujours sa dignité, et ça veut dire qu'on a toujours une capacité de choix si le lien est fait avec celui qui est en proposition. Mais ce lien, il demande de la formation, il demande du temps, il demande la disponibilité, il demande à pouvoir être réfléchi aussi avec le reste de l'équipe, qu'il y ait un accord. Et voilà, ce que je voudrais dire, c'est que dans les contraintes actuelles, c'est très compliqué pour le soignant. Il est un peu, vous voyez, il a les pressions de l'institution, la pression de l'équipe, il a les autres du service, mais à domicile, c'est pareil, il y a toujours les autres, avec aussi cette question, est-ce que c'est équitable, le temps que je vais passer pour garder ce lien vital avec cette personne? Parce que si je perds le lien, je vais casser quelque chose, mais les autres, les besoins des autres. Enfin, je crois que le refus met le soignant dans des dilemmes éthiques et dans des tensions qui sont très importantes. Il ne faut pas rester seul avec ça parce qu'on n'y arrive pas. Et je pense que ça doit être un gros problème aussi. On va y revenir à cette relation entre le patient, l'équipe, les proches. J'aimerais juste revoir avec vous, Magali Brigand, quels sont du point de vue de droit le recours des soignants face à un refus. On le disait, il faut respecter le droit de la personne à décider d'elle-même de ce qu'elle veut, mais à quel moment, du point de vue du droit, le médecin, le soignant peut dire là quand même, il faut qu'il y ait ce soin. Que dit le droit? Alors, il y a ce que dit le droit et ce que font les juges et les médecins. C'est-à-dire que le droit est très très clair, et il est très très clair depuis 2002. Le médecin doit respecter le refus de soins. Mais entre 2002 et 2005, il y avait des jurisprudences qui ne sanctionnaient pas les médecins qui avaient outrepassé un refus de soins, à condition que le refus de soins engageait le pronostic vital du patient. Donc en fait, certaines juridictions, le Conseil d'État particulièrement, ont été tolérants vis-à-vis du fait pour le médecin d'avoir outrepassé le refus parce que ce refus mettait en jeu le pronostic vital. En 2005, le législateur est revenu préciser que c'était un droit pour le patient de refuser tout traitement. Il y a encore eu des jurisprudences derrière. Ça a été encore reprécisé par le droit. Donc maintenant, c'est très très clair. Il y a un droit au refus de soins et le médecin doit le respecter à condition que le refus soit réitéré et que le patient ait été clairement informé. Les seules hypothèses où
où ça sera écarté, c'est, j'ai envie de dire, le cas de l'urgence et dans le cas où il y a une nécessité de répondre et où le refus exprimé antérieurement, dans des directives anticipées par exemple, ne correspond pas exactement à la situation et c'est juste le temps de l'évaluation de la situation. Donc maintenant, j'ai envie de dire, il n'y a pas de recours pour le médecin. C'est le patient fait son choix et on doit respecter son choix. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jurisprudences derrière qui vont dire le contraire de ce que je viens de dire. Et donc, le médecin se retrouve face à ce dilemme entre sa volonté de soigner et le droit. Quelles sont les conséquences si, malgré le fait que le patient ait refusé appliquer les soins, si le médecin insiste, quelles sont les conséquences légales? Alors, j'ai envie de vous dire, il y a deux types de conséquences. Il y en a une qui est peu probable, mais qui peut exister. On peut avoir un recours d'un patient qui va mettre en jeu la responsabilité civile du médecin pour avoir outrepassé son refus. Donc, il y aura des conséquences au niveau de la réparation. Encore faudrait-il démontrer un dommage, mais le fait de ne pas respecter la volonté du patient en soi est une violation de son autonomie, de sa vie privée aussi, parce que c'est son choix. Et puis après, vous allez avoir des conséquences qui peuvent être des conséquences disciplinaires et l'engagement de la responsabilité disciplinaire du médecin vis-à-vis de ses pairs. Voilà. Mais il y aurait plus de conséquences, j'ai envie de dire. Il y a plus de conséquences pour un médecin, juridiquement. Hein. Il y aurait plus de conséquences à outrepasser le refus de soins qu'à ne pas respecter, qu'à respecter le refus de patient, et donc ça entraîne la mort. Donc, pour le médecin, juridiquement, la situation la plus confortable, je dis bien juridiquement parce que humainement, ça ne s'entend pas. Mais juridiquement, la situation la plus confortable, c'est de dire il a refusé, je fais en sorte de prouver le refus. Donc, il faut aussi aménager la preuve de ce refus pour se protéger. Ce qui, à mon avis, est une perversion du système parce qu'en fait, ça judiciarise une relation qui avant était ce fameux colloque singulier et qui perd, à mon avis, en humanité et en spontanéité avec cette préconstitution de la preuve. Mais il n'empêche que juridiquement, le médecin doit se préconstituer cette preuve pour dire je n'ai pas traité le patient, mais on ne peut pas m'accuser de non-assistance à personne en danger parce que c'était le choix du patient. Donc, ce dilemme du soignant, vous voyez Marie-Thérèse Lebrun-Brio et Paul Chouanet, enfin, je voyais tous en fait acquiescer. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ce que vient de dire Magali Brigand? Paul, Paul, vas-y. Je veux bien dire, pour les soignants, il y a aussi un questionnement autour de la non-assistance à personne en danger. Et ce mot-là recouvre un champ très vaste en fait. Et moi, je crois qu'il faut arriver à, comme vous l'avez très bien expliqué, il faut arriver à cerner en fait cet aspect de non-assistance à personne en danger devant le refus de soins, qui peut être, par exemple, le refus de poursuivre une dialyse. Ça peut être quelque chose à une échéance très courte. Le refus de certains soins, le refus de manger peut être aussi, et interroge et questionne beaucoup aussi les soignants autres que médecins, toute l'équipe soignante, autour de la non-assistance à personne en danger. C'est-à-dire que entre le refus de soins et le refus d'aide, il y a un dilemme là qui s'installe parce que en France, le refus d'aide, il n'est pas codifié en fait. Il n'y a pas pénalement, etc. Il n'y a pas de codification du refus d'aide. Par contre, la non-assistance à personne en danger, ça reste quand même codifié quelque part, à mon sens. Enfin, je ne sais pas ce que vous pensez, Mme Bouteille. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que derrière la non-assistance en danger, il y a vraiment une peur de la responsabilité pénale, de l'engagement de la responsabilité pénale. Et ce qu'il faut voir, c'est que de manière générale, c'est plus souvent la responsabilité civile qui pourrait être engagée, mais pas dans le cadre d'un refus de soins. Parce que pour caractériser la non-assistance à personne en danger, il faut que le médecin soit en situation de pouvoir soigner, de pouvoir apporter une aide, un traitement qu'il ne propose pas.
Or, précisément parce que le patient a refusé, il n'est pas, ce médecin, en situation de pouvoir apporter ce traitement puisque le patient le refuse. Donc, en fait, la non-assistance à personne en danger, ici, devrait être exclue par le refus du patient. Mais la seule difficulté, parce qu'il y a cette peur derrière de l'engagement de la responsabilité pénale, c'est la question de la preuve derrière. Et moi, je ne suis pas médecin, mais humainement, ça peut être dérangeant. D'ailleurs, dans le système de preuve civile, il y a la question de l'impossibilité morale de se préconstituer une preuve. Et je pense que pour un soignant, ça peut aussi être difficile de rompre cette relation de confiance-là, ce colloque singulier en préconstituant une preuve. À mon avis, c'est une petite perversion, c'est-à-dire que avant, on disait que la relation médicale, c'était la rencontre d'une conscience et d'une confiance, la conscience du médecin et la confiance du patient. Et là, avec cette judiciarisation finalement de la relation, on a une rencontre de deux défiances. La défiance du patient, mais aussi la défiance du médecin qui va se protéger contre une action en justice. C'est dommage, à mon avis. Oui. Moi, Pardon, j'avais oublié mon micro. Je voulais vous donner la parole, justement. Oui, moi, je vous rejoins complètement sur cette notion de perversion, parce que où on va là-dedans? Enfin, effectivement, deux défiances et une logique de preuve. Enfin, on ne va pas avancer. Enfin, c'est vrai que, enfin, pour moi, être soignant, et je suis médecin, mais je dis bien être soignant, c'était essayer de constituer une alliance pour être mieux, pour que la personne que je soigne soit le mieux possible en étant respectée. Et je pense qu'il faut aller vers ce cheminement d'une alliance, d'un accord et d'inventer quelque chose ensemble sur lequel on soit d'accord. Et donc, ça ne veut pas forcément dire que le traitement que je proposais ou le soin que l'équipe proposait, ce sera celui-là qui sera effectué. Mais comment on peut cheminer pour se retrouver? C'est-à-dire que pour que notre proposition de traitement et de soins ne nie pas tout ce qui est important pour la personne, mais comment on peut construire ensemble quelque chose de nouveau? Et je crois que c'est très important, enfin pour moi, qu'on défende cette recherche, cet accord qui est à inventer et qui demande du temps et du cheminement, et qu'on sorte de ces logiques un peu trop judiciaires qui sont enfermantes et perverses. Moi, je le crois aussi. Magali Bouteille-Brigand, je reviendrai avec vous, Emmanuel Planche, dans quelques instants. Vous voulez rajouter quelque chose, Magali Bouteille? Juste rebondir sur ce qui a été dit, parce que là, on envisage la relation médecin-patient seul. Sauf qu'il y a aussi la famille. Et finalement, le risque sur la non-assistance à personne en danger, ça peut être la famille, parce que le patient et le médecin peuvent être tombés d'accord justement sur ce refus de soins. Le médecin peut très bien comprendre qu'il y a un refus. Et quelquefois même, il y a un patient qui refuse les soins, mais de toute façon, le corps médical, je pense notamment par exemple au Covid, le corps médical n'entendait pas par exemple proposer une réanimation parce qu'il y avait une chance de réanimation très faible, etc. Mais si vous avez la famille qui voit que parce qu'ailleurs, quelqu'un d'autre du même âge a subi une réanimation, enfin a pu bénéficier d'une réanimation, il pourrait être tenté de dire il y a une non-assistance à personne en danger. Et donc je pense qu'il y a aussi, et là c'est pas juridique ce que je vais vous dire, mais à mon avis il y a aussi la famille. C'est-à-dire que oui, il y a une relation avec le patient, mais il faut aussi être capable de l'expliquer à la famille. Parce que souvent le patient n'a pas la force ou pas a peur d'expliquer à sa famille qu'il ne veut pas des soins. Et donc ça, je pense qu'il y a aussi cette dimension-là à prendre en considération qui peut être très difficile à gérer pour un médecin. Eh bien, justement, peut-être que Emmanuel Planche, vous pouvez répondre à ça, puisque vous, en tant qu'infirmier coordinateur à la DMR 53, vous êtes justement face à des malades qui sont chez eux, et donc vous avez certainement encore plus la famille présente, les proches présents. Qu'est-ce que vous vouliez dire par rapport à ce que disait Magali Bouteille-Brigand? Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Justement, cette relation patient-soignant proche. En effet, oui, les familles sont très présentes et ont beaucoup de demandes. C'est parfois assez compliqué de naviguer d'ailleurs entre les demandes des familles et la volonté des personnes, parce qu'elles ne sont pas toujours les mêmes et qu'en plus,
les personnes, que ce soit les patients ou pour les infirmières ou les clients de la DMR, expriment pas forcément la même chose en présence de leur famille qu'en l'absence de leur famille. Donc on peut avoir des familles qui, devant leurs proches, disent on va faire comme ça, et le proche qui dit oui, puis dès que la famille est partie, que la porte est fermée, ils vous regardent, ils vous disent ça, c'est hors de question, on va pas le faire. Donc en effet, il y a déjà des choses qui se jouent à ce niveau-là, c'est que voilà, les gens veulent pas tout dire à leur famille, ils disent pas forcément à leur famille où ils en sont, ce qu'ils veulent, et parfois ce qu'ils veulent c'est arrêter, c'est qu'on arrête aussi certaines choses, c'est qu'on leur fiche la paix, c'est qu'on les laisse aussi un petit peu plus décider, et ça ils ont du mal à l'exprimer en présence de leurs proches. Donc, en effet, c'est la présence des familles, c'est parfois pas toujours simple de s'accorder. Bon, nous, ce qui prévaut toujours, c'est la volonté de la personne. Hein, et on essaiera parfois de dire à leur famille que, bah, écoutez, très bien, vous voulez ça, mais c'est pas ce que veut votre proche, votre parent. Et voilà, on essaiera de leur expliquer. Après, sur le refus en lui-même, on n'est pas tout à fait confrontés tous aux mêmes problématiques. Je pense qu'un médecin n'a pas les mêmes problématiques qu'un infirmier, n'a pas les mêmes problématiques qu'une auxiliaire de vie. Très clairement, d'un point de vue juridique, tout ça, c'est quand même des choses assez différentes. L'infirmier, il est là pour appliquer des prescriptions. Si l'infirmier se présente, veut faire le soin, que la personne le refuse, on le trace dans un dossier de soins infirmiers. En soi, juridiquement, refus de la personne, c'est tracé, c'est écrit. Il y a assez peu de choses à attaquer là-dessus. On n'est pas, voilà. Alors c'est toujours de la négociation. Les gens essayent toujours de mettre en application ce qui a été prescrit, d'expliquer aux personnes en quoi ça peut être bénéfique. Mais en effet, quand on a des personnes qui s'opposent à un soin, on le trace et on renvoie souvent vers le médecin d'ailleurs en disant bah, écoutez, docteur, voilà ce que vous avez prescrit là, j'ai pas pu le faire aujourd'hui. On fait quoi? Et c'est peut-être le médecin qui reviendra vers son patient pour essayer de négocier, voir pourquoi pas ce soin-là, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, réexpliquer l'intérêt des soins qui sont prescrits. Donc en effet, je pense que les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes d'un point de vue juridique. Après, sur l'autre partie, tout ce qui est la partie auxiliaire de vie, c'est d'autres refus, c'est d'autres problématiques. Là, la responsabilité, elle est clairement, généralement pas du tout engagée. On y va, on est là pour rendre des services, aider les gens refusent. Il n'y a pas de responsabilité qui sera engagée pour ce que font les aides à domicile. Elles sont clairement dans l'aide, elles proposent leur aide, les gens disposent. Ils ne veulent pas, c'est pareil, elle le note, n'a pas voulu prendre ses médicaments, elle n'a pas voulu prendre ses médicaments. Nous, ce qu'on leur demande, c'est de prévenir. L'infirmière en premier lieu, qui préviendra le médecin, et la chaîne va remonter vers le soin. Mais elles sont plutôt dans un rôle d'assistance et d'aide à une personne qui veut bien qu'on l'aide. À partir du moment où quelqu'un ne veut pas l'aider dans ce domaine d'activité-là, qui est aussi du soin, parce qu'elles prennent soin des gens quotidiennement, en permanence. Les auxiliaires de vie prennent soin des gens et on ne peut pas les exclure de la prise en soin. Elles sont partie prenante de cette prise en soin quotidienne auprès des personnes parce qu'elles agissent à tous les niveaux et à des niveaux essentiels de la vie, qui est l'hygiène, la nourriture, s'habiller, enfin elles sont dans du soin primaire, basique et absolument essentiel. Néanmoins, leur responsabilité n'est pas engagée puisque tous ces soins-là ne peuvent être faits que si la personne l'accepte. Donc au final, elles sont là pour aider des gens, mais on n'est pas sur quelque chose de prescrit. En plus, dans ce domaine d'activité, c'est une relation contractuelle. On est un service prestataire. On nous paye pour faire ça. Donc une personne qui paye quelque chose et qui dit bah, « moi, je ne veux pas que vous le fassiez », j'ai envie de vous dire, à un moment donné, et il a signé un contrat, c'est lui qui finance. Si pendant cette heure-là qui est prévue pour faire sa toilette, il veut que vous fassiez autre chose, à un moment donné, il est encore libre parce que c'est quelque chose qu'il finance la plupart du temps. Donc on n'a pas ces soucis-là au niveau juridique. Je pense que c'est quand même un peu le grand écart entre différents mondes et où les responsabilités sont pas tout à fait les mêmes. Donc là, on est dans un cadre différent. En effet, il y a des questions des personnes qui assistent à ce webinaire sur YouTube. Aurélien Duquier, chargé de mission à l'EREPL, vous en avez fait la synthèse. Oui, voilà. Alors, il y avait des questions. Une première question qui portait sur l'impact de la loi Claeys-Leonetti sur la notion de refus. La question, c'était de savoir si cette notion de refus devenait beaucoup plus absolue après la loi Claeys-Leonetti. Donc, première question. Et puis, dans cette question, il y avait évoqué la question du refus de transfusion, quelque chose qui n'a pas été encore évoqué et qui est souvent médiatisé, voire très, très médiatisé, cette question du refus de la transfusion sanguine par les témoins de Jéhovah
et quelles réponses les professionnels peuvent apporter et quel est le contexte juridique derrière. Il y avait une autre question qui faisait écho à la relation avec les familles. La question portait sur le fait de comment on pouvait aider les familles à ne pas considérer la position des soignants qui acceptent le refus comme un abandon. Donc voilà comment on peut aider les familles qui voient dans l'accord du refus quelque chose de l'ordre d'un abandon de soins. Ça, c'est une question importante. Et puis, il y avait deux autres questions qui portaient sur la question du refus des personnes qui sont atteintes de troubles cognitifs. Et là, c'est la question des limites, c'est la question de quel sens donner à ces refus lorsque, effectivement, les personnes peuvent avoir des atteintes importantes sur la compréhension de la situation, la compréhension des enjeux et du sens des traitements ou des soins. Donc voilà pour les différentes questions qui sont posées par les internautes actuellement. Très bien, on y reviendra à chacune. On va peut-être répondre à la première déjà avec Magali Bouteille-Brigand concernant cette loi. Est-ce que... Alors, la loi, oui, c'est ça. La loi Claes-Leonetti a surtout renforcé l'autorité d'un refus de soins dans le cadre de la fin de vie. Et plus particulièrement, elle a renforcé l'autorité de ce qu'on a appelé les directives anticipées. Les directives anticipées, c'est donc quelqu'un qui va exprimer, alors qu'il est encore valide, encore capable d'exprimer sa volonté, ces directives, si jamais il devait être inconscient et qu'il ne pouvait plus exprimer sa volonté. Alors pendant très longtemps, ce qu'il faut savoir, c'est que les directives anticipées, qui ne s'appelaient pas d'ailleurs comme ça, auparavant, on avait dès la fin des années 70-80, on avait envisagé ce qu'on appelait les testaments de vie. Qui permettait justement à une personne de dire si jamais je devais être inconscient, dans le coma, dans tel état, je ne veux pas qu'on me réanime, etc. Mais il y avait une réticence parce que précisément c'est la question de la persistance d'un refus en fait et d'un refus anticipé. Est-ce qu'on a la même perception d'une situation quand on est en bonne santé, quand on a 30 ans et au moment où on est aux portes de la mort et où finalement la situation va se réaliser? Est-ce qu'on a la même perception? Il y avait une perception de danger. Ceci étant, les directives anticipées ont été, dans le début des années 2000, ont été introduites, mais elles ne s'imposaient pas forcément aux médecins. La force de la loi Claes-Leonetti, c'est justement de dire, à partir du moment où un patient a exprimé ses directives anticipées et qu'elles sont retrouvées, et justement la loi va aussi permettre de centraliser un petit peu, en tout cas de les retrouver plus facilement, parce qu'il faut aussi que le médecin ait de quoi savoir qu'elles existent. On va imposer aux médecins de respecter les directives anticipées. Donc c'est ça de la loi Leonetti. Si la personne ne peut plus s'exprimer. Voilà, si la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté. Oui, parce qu'elle peut changer d'avis toujours quand elle est confrontée à la gravité de la situation. Et d'ailleurs, je préciserai d'ailleurs que tant qu'elle est consciente, tant qu'elle est en état d'exprimer sa volonté, elle pourra toujours changer ses directives anticipées qui sont révocables, qui sont toujours révocables. Alors, je voulais juste revenir un petit peu en arrière. On n'en a pas discuté. On va venir sur les personnes qui sont pas, on dirait qu'ils ne sont pas conscients forcément de ce qu'il a cette question, qui présentent des troubles et qui peuvent peut-être pas prendre une telle décision. Je voulais juste avant voir qui refuse en majorité ces soins. Est-ce que on a toujours l'idée des personnes âgées qui refusent des soins, mais juste pour qu'on sache un peu. Est-ce que c'est un panel large de population ou est-ce qu'on est vraiment centré sur les personnes âgées? Je ne sais pas qui voudrait répondre à cette question. Vous pouvez lever la main pour me dire. Oui. Moi, je peux dire dans mon expérience, refus de soins, refus de traitement, parce que refus de soins, c'est plus complexe, c'est plus global aussi. Mais non, il n'y a pas que des personnes dites âgées. Je veux dire, il y a des personnes qui ont des problèmes de santé graves des fois et qui refusent certains types de traitements, qui peuvent refuser la chirurgie, qui peuvent refuser la chimiothérapie, par exemple, ou des traitements immunosuppresseurs. Enfin, il y a des personnes qui sont en capacité de refuser, qui choisissent d'autres voies. Alors, je voulais rebondir un peu aussi sur ce que vous avez dit, Magali Bouteille, sur le fait qu'on respecte le refus,
mais qu'on a quand même l'obligation d'informer pour que la personne soit bien consciente des conséquences de son choix et de son refus. Là, il faut que ce soit clair, parce que si on refuse une chirurgie, mais si on n'a pas compris que si on ne se faisait pas opérer, par exemple, on allait mourir rapidement, la donne n'est pas claire. Donc, c'est important que les personnes mesurent les conséquences. Ça, c'est lié, en fait, c'est lié au consentement. Le consentement doit être libre et éclairé. Et pour pouvoir éclairé, il faut savoir à quoi on consent et à quoi on refuse, enfin, ce qu'on refuse. Donc voilà, c'est vraiment le pendant du consentement, là, pour le coup. Et ça fait partie de cette relation qu'il doit y avoir entre les soignants, les médecins et leurs patients, la communication qu'il doit y avoir. On va y revenir tout à l'heure parce que justement, c'est peut-être une des solutions, c'est peut-être ce que les médecins, les soignants travaillent pour aller faire face à ce refus. Mais Emmanuel Coulange, vous vouliez réagir tout à l'heure à la question. Oui, non, je suis d'accord avec le docteur Leblanc-Briot. En effet, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de type de personne, c'est tout le monde, c'est fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Dans le refus de soins, on voit que c'est souvent du refus aussi pour refuser une évolution. Moi, c'est quelque chose que je rencontre très régulièrement, hein. On refuse que les choses évoluent, donc on refuse plus d'aide, on refuse plus de matériel, on refuse un nouveau matériel, on refuse voilà, on refuse l'évolution de sa dépendance. Et ça, c'est quel que soit l'âge, et la dépendance, elle touche tous les âges, puisque il y a du handicap, il y a des maladies dégénératives, il y a des choses des maladies neurologiques aussi qui font que des gens de tous les âges sont touchés. Et dans le refus de soins, en fait, on va avoir tout type de personnes, hein, et c'est pour moi souvent, en tous les cas, ce qui s'exprime, c'est le refus d'évolution de la maladie. Et c'est pareil dans le refus de traitement d'ailleurs. Si on me propose ce traitement-là, c'est peut-être que je vais encore moins bien que la veille, et que quelque part en refusant, je me bats pour dire non, non, avec ce que j'ai aujourd'hui, ça suffit. Enfin, des fois, c'est assez particulier, ça s'exprime de tellement de manières différentes, et ça, c'est pas une question d'âge, hein, c'est une question de contexte, en fait. D'accord, voilà qui. Marie-Thérèse. Non, je suis complètement d'accord, mais je voulais dire que ça doit nous pousser vraiment à réfléchir sur le sens du refus et pas à s'arrêter sur la chose ponctuelle qui est refusée. Enfin, aller effectivement plus loin, parce que ce qui va être essentiel, c'est d'avancer ensemble. C'est pas de s'arrêter au refus, forcément. Alors, il y a en prendre acte, parce que prendre acte d'un refus, c'est respecter la personne dans ce qu'elle est au moment où on la rencontre. Mais moi, ce qui me paraît fondamental, c'est d'aller plus loin, c'est d'avancer ensemble. Et donc de comprendre tout ce qu'il y a derrière, où la personne en est dans son histoire, dans son état de santé, dans sa vie, et d'arriver à recréer ou à pas rompre ce lien de soins, cette alliance, ne pas être dans l'abandon. Voilà. Et ça peut demander un cheminement, ça peut demander du temps. Mais voilà. Et comprendre tout ce qu'il y a derrière le refus. Garder un contact, identifier les raisons de ce refus pour justement pouvoir peut-être raisonner la personne en tant que médecin. Raisonner, je ne sais pas, mais ce que je voulais, juste avant de donner la parole à Paul, je vois qu'il levait le doigt, je voulais dire qu'on a tendance à discréditer la différence par rapport à la réponse à la question tout à l'heure, c'est qu'on refuse à tout âge. Mais quand c'est une personne âgée, fragile, qui est en institution, qui a des troubles de mémoire, très souvent, on discrédite son refus un petit peu. On se dit, elle ne se rend pas compte, elle ne mesure pas. Et on a aussi un travail par rapport à ça. C'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, sur le regard qu'on a sur la fragilité, la vulnérabilité. Il y a plein de choses dont les personnes âgées désorientées ne se rendent peut-être pas compte, mais il y a plein de choses qu'elles vivent et qu'elles ressentent, même si elles ne peuvent pas l'exprimer de la même manière que nous. Donc on a un travail à faire par rapport à ça, et ne pas avoir un jugement rapide, elle refuse, mais elle ne se rend absolument pas compte. Moi, il m'est arrivé de proposer des traitements à des personnes âgées désorientées, qui avaient encore une petite capacité d'expression verbale ou qui pouvaient communiquer par signe de tête, en parlant de mon inquiétude sur leur état de santé, en mots très simples, en disant, mais moi, ce qui me fait peur, c'est que si on ne vous donne pas cette perfusion ou ce traitement, j'ai peur que ce soit la fin, parce qu'on ne peut pas vivre très longtemps quand il y a ci, quand il y a ça. Et ce que je veux dire, c'est que j'étais souvent étonnée
des capacités qui pouvaient apparaître alors qu'on était dans des troubles cognitifs importants. C'est-à-dire qu'il faut croire que la personne, même vulnérable, même fragile, elle existe et elle peut encore dire quelque chose de sa vie si on sait aller à sa rencontre et entendre et comprendre. Enfin, c'est déjà ça que je voulais dire. Je vais donner la parole à Paul Chouanet, justement, président de France Alzheimer Mayenne. Qu'en est-il justement des personnes dont on dit qu'elles ne sont peut-être pas aptes à faire ce choix, qu'elles n'ont pas une compréhension totale de leur situation, de leur état? Comment ça se passe dans ces cas-là, Paul? Oui, je voulais aussi dire tout à l'heure, enfin, quand la personne manifeste un refus, il y a besoin d'écouter, mais d'écouter dans un processus d'alliance, comme le dit Marie-Thérèse de Blanc-Briot, parce que surtout, je pense que c'est très important de ne pas figer une situation. Par exemple, quelqu'un qui est déjà en situation de fragilité, devant un refus, c'est une situation de fragilité de la personne elle-même. Et donc, même si c'est une vision d'autorité, même si c'est une vision de revendiquer une identité, même si c'est, etc., il y a quand même une forme de fragilité derrière ce refus. Et je crois que très rapidement, dire à une personne qu'elle a le droit de refuser, ça peut entraîner chez elle après une grande difficulté à revenir sur la proposition. Parce que ça lui fait 2 refus successifs, si je peux dire. Si on me dit parfaitement que j'ai le droit de refuser, ça va enquister le système. Et ça va compliquer la personne après. Elle a besoin de renier ce qu'elle a déjà dit en refus. Et je crois que dans l'écoute, il y a besoin plutôt de rechercher une alliance et une permanence de cette écoute, plutôt que de constater le refus lui-même, qui entraînera de grosses difficultés pour revenir de la part de la personne elle-même. Et moi, je crois que c'est de l'écoute d'abord qui est importante, peut-être avant d'envisager le mot négocier, parce que le mot négocier ferait appel à la rationalisation, au raisonnement, la logique, la déduction, etc., l'estimation des risques, etc., etc. Ça, pour une personne qui a des troubles cognitifs, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Mais comme Mme Leblanc-Briot le disait tout à l'heure, le rappel à des valeurs de vie, des valeurs de continuité, des valeurs de persistance autour de l'existence, peuvent là rester tout à fait accessibles chez quelqu'un qui a des troubles cognitifs, même si le raisonnement n'est plus possible pour elle. Et je crois que la négociation, le mot négociation est peut-être difficile. Par contre, le mot adaptation est peut-être possible. C'est-à-dire comment on va essayer de s'adapter à ce que la personne est occupée en ce moment. On en a parlé au début de notre entretien là. C'est-à-dire j'arrive à un moment où ce n'est pas peut-être sa préoccupation à elle et son esprit est occupé ailleurs, dans un souvenir plus ancien de sa vie d'il y a 30 ou 40 ans. Et évidemment, on va arriver dans une situation où ça ne devient pas possible. Et puis peut-être aussi, je pense que dans l'adaptation, il y a besoin d'envisager quelle est la dépossession présente, quoi. C'est-à-dire que la personne, elle peut refuser la toilette parce qu'elle a l'impression que sa télévision ne marche plus. Ou elle peut refuser la toilette parce qu'elle a eu un coup de téléphone et elle ne se rappelle plus qui c'est, etc. C'est-à-dire comment, en fait, je vais m'occuper de son présent à elle pour pouvoir m'adapter à cette situation et ensuite reprendre l'échange et la discussion dans l'écoute. Et puis, je crois qu'il y a aussi un processus, en particulier chez les personnes qui ont des troubles autour du cognitif et de la mémoire, c'est d'envisager de la coordination. Parce qu'il y a sûrement parfois plusieurs intervenants, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a parfois les intervenants professionnels qui peuvent être multiples, puis il y a aussi les proches qui peuvent être multiples également, et les avis des proches peuvent parfois être différents les uns des autres également, et suivant les générations. Et donc, cette coordination de trouver qui sera la personne un peu plus référente et autour duquel tout le monde va essayer de se regrouper dans cette avancée pour essayer de faire face au refus, mais aussi de trouver les portes d'ouverture, si je peux dire. Quelles sont les entrées possibles qu'il y a? Tout à l'heure, on évoque aussi le problème des soignants, des proches, pardon. Et je me disais peut-être parfois au niveau des familles aussi, il y a besoin de dédramatiser
hein, une situation, parce que devant des troubles du comportement, ils peuvent être très subis et survenir le matin. Voilà, le matin de l'arrivée de l'aide à domicile, elle n'a pas pu rentrer chez la personne, par exemple. La porte est restée fermée. Et donc, ce trouble du comportement, hein, de la personne va créer un effet dramatique de la situation. Et parfois, il y a besoin là de prendre un peu d'écoute aussi et d'adaptation, avec parfois une information pour les gens qui peuvent l'entendre, hein, c'est-à-dire autour d'une dédramatisation, d'une forme de relativiser aussi comment ça s'inscrit dans une histoire, pour pouvoir à nouveau créer du lien et envisager un mode d'action possible. Merci Paul. Magali, d'un point de vue du droit, qu'en est-il quand une personne souffre de troubles cognitifs? Alors, j'ai envie de dire, et ça a peut-être été dit tout à l'heure, enfin, ça a été évoqué tout à l'heure, on a des personnes qui peuvent avoir un système de protection juridique, tutelle, curatelle. Et là où le droit a évolué, c'est qu'il fait de plus en plus de place à la personne, enfin, il tente de faire de plus en plus de place à la personne protégée, et que même dans les systèmes de représentation, alors juste pour bien situer, vous avez des systèmes d'assistance où la personne est seulement assistée par la personne qui la protège, et puis vous avez des systèmes de représentation où c'est la personne qui protège la personne vulnérable qui va prendre les décisions. Et donc en fait, en matière de décision sur l'état de santé, c'est ce qu'on appelle une décision personnelle, parce que c'est la vie intime, hein, de la personne, la décision de santé. Et même dans et c'est récent, hein, mais même dans les cas de représentation, c'est-à-dire dans les cas de tutelle, où c'est normalement le tuteur qui prend la décision pour la personne protégée, la loi considère que pour tout ce qui concerne l'état de santé, dès lors que la personne est en état d'exprimer sa volonté et qui lui permet de comprendre sa situation, et dès lors qu'elle est correctement informée de sa situation, elle doit être associée aux décisions, et c'est elle qui doit prendre la décision. Alors après, il peut y avoir des hypothèses de conflit entre la décision prise par la personne, enfin par la personne elle-même, et puis ce qu'aurait fait le tuteur. Et dans ce cas-là, c'est le juge qui va dire, et c'est peut-être là où, à mon avis, on aurait pu faire autrement, mais c'est le juge qui va dire quelle est la décision qui va prévaloir. Voilà. Alors, dans des cas, par contre, où l'assistance du tuteur ne suffirait pas, le juge peut la décision qui fait l'habilitation ou qui ouvre la tutelle, il va pouvoir aussi autoriser le tuteur à prendre des décisions qui peuvent compromettre l'intégrité physique de la personne. Mais en cas de conflit, c'est encore une fois, ça va être le juge qui va régler le conflit. J'aimerais revenir, on a beaucoup parlé des patients, j'aimerais revenir vers les soignants et les difficultés que peuvent représenter un refus de soins. On l'a compris, ils doivent trouver un équilibre entre le respect de la volonté de la personne, mais également leur désir, bien évidemment, de la soigner. Et puis j'ai l'impression qu'ils trouvent également entre cet étau, il y a une sorte d'étau entre ce métier qu'ils ont et l'institution, le droit, qui, là, dans ce cas-là, on voit que c'est un peu compliqué hein, d'apprécier parfois. Quand on est face à un refus en tant que médecin, en tant que soignant, comment est-ce qu'on le prend psychologiquement, humainement? Quelles sont les conséquences sur sa santé, sa propre santé? Peut-être, je ne sais pas qui pourrait répondre. Marie-Thérèse, je vois que vous avez envie. Moi, je sais pas les conséquences sur sa propre santé. Bon, je pense qu'on n'aime pas qu'on refuse une proposition soignante, je le disais tout à l'heure, parce qu'on est toujours animé par une intention bienveillante. On veut aider l'autre, on veut le bien de l'autre, on veut qu'il aille mieux. Et donc le refus nous renvoie notre proposition. Et ça peut nous renvoyer le fait, peut-être qu'on n'est pas un bon soignant, qu'on n'est pas un bon médecin. Ça nous met face à une impuissance, ça nous met face à un échec. Et puis on a une vocation soignante, ça nous perturbe dans notre identité soignante.
Et ça peut aussi nous mettre en difficulté, on le disait aussi tout à l'heure, vis-à-vis des autres membres de l'équipe. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas arrivée. Je ne suis pas arrivée à lui faire accepter le traitement, je ne suis pas arrivée à lui faire accepter la toilette, enfin, et alors qu'un tel dans l'équipe, il y arrive. Donc, c'est que je ne suis pas bon, c'est qu'il est mieux que moi. Enfin, donc, si vous voulez, ça atteint individuellement. Et ce qui peut résonner, c'est ses propres difficultés individuelles, sa propre fragilité de soignant. Quelquefois, on peut avoir des doutes. Est-ce que je suis toujours le bon soignant que j'ai envie d'être? Enfin, donc, ça peut résonner de façon particulière. Et ça résonnera aussi selon l'organisation du service, selon comment est l'équipe, selon l'encadrement de l'équipe, selon voilà, dans quel fonctionnement on est. Et je voulais dire quand même que les contraintes institutionnelles, elles sont très fortes. On le dit depuis des années, que les soignants, je pense que j'ai assez travaillé en lien étroit avec eux pour pouvoir me permettre de le dire. Ils ne veulent plus travailler à la tâche. Et toute l'organisation du travail, elle est pensée comme des suites de tâches. Et eux, ils ont affaire à des personnes complexes, globales. Et les soignants, souvent, ils veulent être bien traitants. Et combien de fois j'ai entendu des soignants dire « là, j'ai l'impression d'avoir été maltraitant ». Parce que c'était le seul créneau où je pouvais faire le soin. Elle ne voulait pas, je l'ai laissé. Je suis revenue et là, j'étais obligée de le faire. Pourquoi obligée de le faire? Parce que l'organisation du travail est telle, le nombre de personnel est tellement réduit qu'il y a un moment où le soignant dit « je ne peux pas laisser la personne souiller » parce que ce n'est pas respecter sa dignité non plus de la laisser souiller, et puis il y a un risque pour sa santé. Elle n'était pas d'accord et j'étais obligée parce qu'après on est de couple, il n'y a pas beaucoup de soignants dans le service. Enfin, ce que je veux dire, c'est que pour le soignant, il y a à la fois ce que ça lui renvoie lui, il y a à la fois vraiment les dilemmes et les tensions. Il veut respecter la personne dans sa globalité, il a des tâches à faire. Il veut respecter sa dignité, mais comment il fait pour respecter son choix de refuser? Enfin, il veut quand même que tout le monde soit bien traité, bien soigné dans le service, qu'il y ait une équité. Et là, face à cette personne, il va lui falloir beaucoup de temps. Et voilà. Et en plus, je le répète, ça dépend. Est-ce que dans le service, il y a du temps pour parler des situations complexes? Il y a du temps pour accueillir des familles? Il y a du temps pour construire ensemble quelque chose, pour accepter, pour cheminer? Ou est-ce qu'il n'y a pas ce temps-là? Et là, s'il n'y a pas ce temps-là, le soignant, il est tout seul et il est mal, avec le risque de devenir lui aussi défensif. Et donc de perdre un peu le sens de son travail. Et c'est là-dessus que le risque pour sa santé sera le plus grand. Parce que s'il est trop défensif, s'il se blinde, comme on dit, parce que c'est trop difficile, il va perdre le sens de son travail et il va être de plus en plus mal. Le résumé, enfin, si on veut, de ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même un sentiment de grande solitude du soignant face à ce refus. Après, on peut avoir des services dans lesquels ça fonctionne mal, mais mieux. Mais j'ai l'impression qu'il y a un grand sentiment de solitude. Vous voulez rajouter un dernier mot, ensuite je donnerai la parole à Emmanuel. Il peut y avoir un sentiment de solitude parce que le temps est contraint et que ce n'est pas facile de dire qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'on devait faire. Et j'insiste là-dessus pour dire que justement, il ne faut pas rester seul et que c'est des situations qui doivent être réfléchies en équipe. Il ne faut pas rester seul face à ça parce que ça met trop mal et puis on ne peut pas avancer dans le lien avec la personne. Parce qu'en définitive, la personne, si le soignant il est mal dans ce refus, le risque c'est qu'elle soit abandonnée aussi à sa situation de refus, comme disait Paul, et qu'elle s'enquiste dans ce refus. Emmanuel, est-ce que vous voulez en parler de ces conséquences sur les soignants quand vous arrivez à domicile? Vous faites face à un refus. Comment vous le recevez? Comment ça agit sur vous? C'est extrêmement variable, parce que là, c'est très individuel, en fait, la manière d'accepter, de recevoir le refus, d'en faire quelque chose. C'est non seulement très individuel, et puis beaucoup fonction aussi du mode d'exercice dans lequel on se trouve. À l'échelle de l'ADMR, déjà, on rayonne sur tout le département. Un peu plus de 50 qui ne fonctionnent pas exactement toutes de la même manière. Donc déjà, les soutiens internes ne vont pas forcément être les mêmes. Mais ce qui va être important, c'est que ça puisse être discuté en équipe. Parce que nous, systématiquement, que ce soit au niveau infirmier ou au niveau
auxiliaire de vie, les gens interviennent seuls et donc reçoivent seuls ce refus et vont passer un temps tout seuls après ce refus, vont continuer leur journée. Donc avant de pouvoir en parler avec quelqu'un, il peut se passer du temps. Donc en effet, ça peut fatiguer les équipes, ça peut être assez usant et ça peut être difficile et il y a besoin d'en parler. Donc on met de plus en plus en place des soutiens, des groupes d'analyse de la pratique, des temps de transmission pour que toutes ces personnes puissent avoir le sentiment d'avoir une équipe, de travailler en équipe et qu'on puisse travailler ces sujets-là. Parce que sinon, en effet, on a énormément d'usure, nous, hein, dans ce domaine d'activité et avec des gens qui quittent ces métiers parce que les métiers de l'humain sont des métiers extrêmement difficiles et le refus et l'opposition et toutes ces questions-là font partie intégrante de ce qui épuise les équipes et de ce qui est difficile à gérer dans leur quotidien. Avec en plus côté auxiliaire de vie et à domicile des formations qui sont assez succinctes sur toutes ces questions-là. Or, on est bien dans un métier de l'humain, on prend soin des gens et ça méritera à mon avis un niveau de formation qui devrait être beaucoup, beaucoup plus élevé. Parce que ça fait partie des métiers extrêmement difficiles. On le voit, hein, les taux d'arrêt, les taux de maladies professionnelles sont incroyables. On est un des pires domaines d'activité qu'il y a en France, je crois. Donc, on doit se poser cette question-là. Mais bon, c'est un autre sujet. Après, au niveau infirmier, c'est aussi assez variable. Moi, j'ai dans les centres de soins différentes mode d'exercice. Quand il y a de l'exercice coordonné dans des pôles de santé, maisons de santé, avec vraiment énormément de dialogue entre médecins, infirmiers, équipe soignante infirmière, ça ne se passe pas tout à fait de la même façon que quand on a une petite équipe qui est isolée. Il faut savoir quand même qu'en effet, l'effet de groupe et la possibilité d'échanger autour du refus, les stratégies qu'on va pouvoir mettre en place. Ok, très bien, il y a un refus, alors qu'est-ce qu'on en fait? Et de pouvoir en discuter avec le médecin traitant de la personne, et quand on a une relation avec ce médecin traitant qui est excellente, avec des coordinations régulières, voire dans certains points, c'est même hebdomadaire, où on peut aborder toutes les situations compliquées, eh bien, c'est pas du tout pareil pour le soignant que s'il est tout seul dans son coin et qu'il n'y a pas de dialogue. Donc, là, c'est extrêmement variable. C'est très individuel la façon d'accepter les choses, mais ensuite le contexte va permettre d'aider les soignants à faire avec et à trouver les bonnes solutions et proposer les bonnes choses à la personne. Voilà, et d'en faire quelque chose de ce refus, hein, de pouvoir mener une analyse un peu plus intéressante pour pouvoir continuer à avancer avec la personne. Et puis voilà, dans d'autres endroits, quand vous êtes un peu plus isolé, que le médecin n'est pas accessible, que eh bien, c'est beaucoup de frustration et ça peut être du coup beaucoup plus mal vécu et plus difficile. Et voilà, et en effet, après, il y a de l'usure professionnelle derrière, avec des conséquences que ça peut avoir, hein, en effet. Avec des soignants qui vont aussi parfois se désintéresser, qui vont arriver voilà, dans des extrêmes où en effet, on n'a plus les bonnes réactions. Paul Chouenet, votre président. Oui, j'entends tout à fait là, Monsieur Coulanges, autour l'importance de la coordination en fait. Hein, il a bien exprimé comment l'importance de la mise en commun, l'importance de la réflexion ensemble. Marie-Thérèse de Blanc-Priou également, comment en fait ça allait permettre de mieux approcher ces refus. Tout à l'heure, il y a eu dans les questions posées le mot abandon, comment aider les familles et comment elles peuvent se sentir abandonnées. La question, Paul, je repose la question comment elle avait été posée, c'était la vision des proches qui pouvaient sentir que le soignant abandonnait le patient après un refus. Voilà. Mais ce mot abandon, on l'entend aussi à travers ce qui vient d'être dit là sur la façon dont vivent les soignants, c'est-à-dire que le mot se sentir abandonné, c'est se sentir sans réponse à l'événement qui nous interpelle en tant que tel, en fait, sur le quotidien ou sur le devenir ou sur un questionnement par rapport à la personne qui est notre proche. Et ce processus d'abandon, il est à tous les étages, si je peux dire. Hein. Il est si la personne refuse de manger et que les soignants ne donnent pas à manger, ça va être vécu par la personne elle-même déjà comme un abandon quelque part, puisqu'il y a non-présence, et de la part des proches comme un abandon de la continuité de vie, en fait. Hein. Comment persister dans l'existence ensemble et avec toutes les données d'attachement qu'il y a derrière.
Et on voit bien comment, en fait, ces mécanismes d'abandon, il faut absolument essayer de les discuter, donc de les échanger pour arriver à mettre en commun ce que chacun vit. D'abord, le refus, en particulier chez les personnes qui ont des troubles cognitifs, le raisonnement et la logique ne fonctionneront pas. On sait que essayer d'expliquer, de raisonner, de persuader, de convaincre, etc., enfin, tous ces mots qui font appel à la logique au raisonnement ne vont pas fonctionner. Donc, il faut être sur d'autres approches, et ces approches-là ne peuvent se faire que dans l'échange, dans la coordination, ensemble. Tout à l'heure, M. Coulange le disait, quel est l'interlocuteur principal qui peut rentrer en ligne de compte? Lui a évoqué le médecin auprès des soins infirmiers, par exemple. Comment on va retrouver un interlocuteur qui va créer une alliance, en fait, une reconnaissance réciproque pour continuer d'avancer? Évidemment, quand on prend le sujet alimentaire, c'est critique parce qu'on prend plusieurs repas par jour et le refus du repas est très, très douloureux plusieurs fois par jour. Donc, c'est une continuité de difficultés et de souffrances. C'est vrai que c'est plus facile, par exemple, de dire qu'un jour, il n'y aura pas de toilette. Un refus de toilette ponctuel sur une seule journée, est-ce absolument nécessaire d'avoir une toilette tous les jours de façon importante? Mais ça peut se réguler, s'envisager, se réfléchir autrement. Mais le processus d'abandon, il est toujours vécu d'abord par l'absence de lien. Moi, je crois vraiment qu'il faut tenir à la continuité des liens entre les intervenants parce qu'ils deviennent des tiers dans une histoire de famille et il faut absolument que tout le monde continue d'être en lien pour arriver à avoir une continuité, éviter les refus. Je crois qu'Emmanuel et Marie-Thérèse, vous vouliez réagir. Non, Marie-Thérèse, d'abord, Marie-Thérèse Leblanc-Briot. Oui, c'était pour rebondir effectivement sur la question d'abandon et pour dire que quand quelque chose n'était plus possible, enfin dans mon expérience, par exemple l'alimentation, tout simplement le cas le plus fréquent, c'est que la personne fait tellement de fausses routes que l'alimentation, à un moment, s'avère impossible. Et du coup, l'intérêt de travailler en substitution, c'est-à-dire que la prise du repas n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est essentiel à la personne pour qu'elle se sente vivante et pour qu'elle soit le mieux possible? Le demi-yaourt n'est plus possible. Donc, on va remplacer ce demi-yaourt par quoi en termes de présence, de lien, de parole, de toucher, de réconfort? Et si on raisonne comme ça, c'est-à-dire que le traitement ou le soin qui paraissait important, il n'est plus possible. L'histoire a avancé. La personne n'en est plus là. On le remplace par quoi? Qu'est-ce qui est essentiel à la personne? Et là, on a besoin effectivement de l'équipe, de l'ensemble des soignantes et des proches. Mais on ne met pas rien à la place. On cherche ensemble autre chose. Et c'est ça qui nous permet d'être dans l'humanité, à la fois dans notre humanité de soignants et à la fois dans l'humanité de la personne et dans l'humanité de ses proches. C'est cette recherche ensemble. Depuis tout à l'heure, je vous entends et parler bien sûr d'humanité, comme vous le dites, d'échange, de comprendre les raisons du refus. Mais Emmanuel Coulange a tout à l'heure parlé de quelque chose d'autre. Il a parlé de formation. Et justement, je crois qu'il y a des questions à ce sujet, parce que peut-être qu'il en existe, peut-être qu'il n'y en a pas assez. En tout cas, Miguel Jean de l'EREPL, l'espace de réflexion donc qui organise le webinaire, vous aviez peut-être une réponse par rapport à ces questions qui sont posées par youtubeurs sur les formations. Quelles questions sont exactement posées, Aurélien? Oui, voilà. Alors, je me permets, avant de donner la parole à Miguel Jean, la question, c'était de savoir si les jeunes médecins sont formés à cette notion de refus de soins, justement. On va laisser Miguel Jean répondre, mais on a compris un peu la réponse. C'est une question compliquée, mais on va dire qu'on va dans la bonne direction. On part de très loin. On part de très loin, mais je pense, pour enseigner en médecine en troisième année, ça fait partie des choses qu'on approche, qu'on évoque avec les étudiants, notamment dans les cours en lien avec la démarche éthique. C'est-à-dire qu'on a là devant nous des jeunes soignants qui sont toujours plus tentés par l'action que par l'impasse de l'action.
Et pour autant, cette dimension à la fois juridique, ça a été rappelé, mais aussi clinique, de patients, de résidents qui refusent les soins, elle s'invitera très vite dans leur pratique. Donc c'est important qu'ils aient cette approche respectueuse de la parole du patient. Mais ce que disait Marie-Thérèse tout à l'heure est juste. Il faut pour ça préserver des temps de partage, des temps de réflexion au sein des services, des établissements, pour que ça puisse être réfléchi ensemble et que ça ne pèse pas sur les seules épaules du soignant, médecin, aide-soignante, infirmière. C'est très important ça. Et donc dans les formations auxquelles je participe, ça fait partie des choses qu'on évoque assez régulièrement avec les étudiants pour qu'ils soient préparés à cette dimension du soin qui est très inconfortable, ça a été dit, je ne vais pas revenir là-dessus, mais qui les mettra probablement en difficulté s'ils portent ça tout seuls. Et donc, il faut vraiment insister sur cette notion de partage et puis de collégialité. Merci, Miguel. Nous sommes presque à la fin du webinaire. Je voulais quand même revenir sur une des questions qui avait été posée par une personne du public. C'était sur le refus de traitements vitaux, notamment les transfusions sanguines, par exemple. Que dit le droit à ce sujet, Magali Bouteille? Alors, on a déjà mentionné. Hein. Alors, on a déjà en partie répondu à la question, c'est-à-dire que le droit dit la même chose que pour tout autre refus, c'est-à-dire que le médecin doit respecter le refus. Alors après, juste ce dont on n'a pas parlé, c'est l'enfant. Et effectivement, la situation de parents qui refuseraient un soin vital pour l'enfant est traitée particulièrement pour le patient hospitalisé, pour l'enfant hospitalisé, et il autorise le médecin à prendre les traitements nécessaires pour l'enfant, mais pour le patient hospitalisé. Hors de l'hospitalisation, il faut passer par le juge qui va ordonner des mesures éducatives qui vont permettre ensuite d'organiser les traitements. Donc c'est un petit peu compliqué, mais sur la transfusion sanguine, c'est très clair. Si je suis par exemple témoin de Jéhovah, hein, c'est dont on parle, je suis témoin de Jéhovah, je refuse un traitement, le médecin doit refuser mon traitement, doit respecter mon refus, quelle que soit d'ailleurs la raison de mon refus. Après, il y a aussi des discussions sur pourquoi on refuse la transfusion sanguine, qui peuvent permettre, parce que dans les témoins de Jéhovah, c'est le refus de la consommation de sang. Est-ce que véritablement une transfusion sanguine est une véritable consommation de sang? Et on peut aussi, là, pour le coup, argumenter. On n'est pas dans un problème cognitif. Il y a aussi moyen de discuter. Rien n'est arrêté. Et je pense que, justement, il ne faut pas tout voir. Je suis juriste, donc je me permets de le dire, mais il ne faut pas tout voir à travers le prisme du droit. Et je pense que le droit aurait tort, le législateur aurait tort d'intervenir davantage qu'il ne l'a déjà fait sur cette question-là, parce qu'il faut laisser un espace d'expression, un espace de... Et les moyens sont à la charge du médecin, c'est à lui de trouver des moyens, et il ne faut surtout pas plus réglementer cette question du refus de soins, parce qu'il faut laisser un espace d'expression au médecin et le choix des moyens pour convaincre s'il peut convaincre. Voilà. Nous n'allons pas avoir le temps d'aborder en profondeur d'autres questions. Je voulais juste, pour ces dernières minutes qui nous restent, peut-être vous prendre un par un et vous laisser dire un dernier mot, peut-être un thème que vous auriez aimé aborder, et faire un petit résumé. Je vais commencer par vous, Marie-Thérèse Leblanc-Briou. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, un dernier mot avant qu'on termine ce webinaire? Oui, c'est compliqué. Non, je voulais dire que le refus doit vraiment nous faire confronter à cette question: qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est essentiel pour cette personne que j'ai en face de moi, dans l'instant? Et donc, qu'est-ce que je peux différer? Qu'est-ce que je pourrais inventer? Mais surtout, comment je suis avec elle pour qu'elle entende que je la prends en considération, que je ne la juge pas, que je ne la force pas, que j'entends, je la prends en considération, parce que comme ça, je reconnais son existence, je reconnais son identité, même si elle est très malmenée par le contexte où elle est, par le handicap, par la maladie, par les troubles cognitifs. C'est peut-être ça qui me paraît le plus important, de signifier à l'autre qu'on est là avec elle et qu'on la reconnaît au-delà de ses troubles et qu'on va chercher ensemble
un moyen d'être mieux ensemble. Paul Chouanet, président France Alzheimer Mayenne, un dernier mot. Le micro, Paul. Oui, bon, donc pour prendre un autre volet, on a beaucoup évoqué le refus de soins, le refus de traitement à titre personnel, hein, tel qu'un soin ponctuel ou un soin de médicaments ou un soin thérapeutique, intervention ou autre. Je me dis, il y a aussi parfois une dimension plus communautaire, hein. Aujourd'hui, il est beaucoup question autour de la vaccination, par exemple, et on voit bien que le refus de soins peut être multiple en fait, hein. Et aujourd'hui, on a abordé le refus de soins plutôt à titre personnel. C'est vrai, on avait envisagé de parler du refus de vaccin, notamment, on est en pleine période, hein, voilà, mais on n'aura pas trop le temps, à moins que, juste comme ça, pour terminer avec, on terminera avec vous après Emmanuel, juste Magali, du point de vue, le refus de vaccin, ça existe, c'est plus pénalisé, hein. Alors, le refus, avant, il existait, jusqu'en 2017, il existait une infraction, un délit en fait, de refus de vaccination qui a été supprimé quand on a étendu les obligations de vaccination. Donc, on peut refuser une vaccination sans encourir des sanctions pénales directes, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des sanctions derrière, puisque quand des parents refusent de faire vacciner leurs enfants pour une vaccination obligatoire, l'accès à la collectivité, l'école, les crèches, etc., pourront lui être refusés, avec un délai de 3 mois quand même, pour se mettre en conformité. Et si jamais le refus de vaccination devait mettre en danger l'enfant, il pourrait être poursuivi pénalement également pour des peines comparables à l'abandon d'enfant. Voilà. Donc, mais par contre, le refus personnel pour sa propre personne en tant qu'adulte, il n'y a plus de sanction. Voilà, c'était la petite parenthèse. Emmanuel Coulanges, est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot? Non, je pense que voilà, il reste encore énormément de sujets à aborder, en effet, sur le refus, hein, sans aucun doute, mais non, je vous remercie. Très bien, je vous remercie à tous. Je vais laisser peut-être terminer ce webinaire. Je vais laisser la parole à Miguel Jean ou Aurélien Duquet, que vous êtes les organisateurs de ce webinaire. Peut-être que vous voulez dire un dernier mot. Juste un mot pour remercier les intervenants à nouveau. On l'a déjà fait en introduction, mais j'insiste vraiment sur leur participation qui a été très contributive à la réflexion. Alors, on est d'accord qu'on n'a pas épuisé le sujet, mais on a bien avancé. On a réussi notamment à distinguer le refus de soins du refus de traitement. Ça me semble très important de rappeler que même quand il y a un refus de traitement, il n'y a jamais d'abandon de soins et ta personne reste un sujet de préoccupation pour les soignants. Ça, c'est très important. Et puis, on aura l'occasion de poursuivre cette discussion en élargissant peut-être un peu la thématique. Donc, merci à tous et je laisse Aurélien pour les mots de la fin. Bon, c'était vraiment pour remercier aussi avec vous l'ensemble des intervenants. Et puis, c'est vrai que cette dernière question là qui a été soulevée, elle est importante. Elle fera peut-être l'objet de nouveaux webinaires parce qu'effectivement, on a beaucoup abordé la question du refus lorsque les conséquences du refus étaient personnelles. Mais quand les conséquences d'un refus de soins impliquent aussi des risques pour une communauté, pour la sécurité et la santé d'autrui, effectivement, il y a d'autres enjeux. Et cette journée sur le refus de soins a été annulée à cause de l'épidémie. Effectivement, il y a des enjeux particuliers qui s'invitent aujourd'hui et qui feront peut-être, en tout cas j'espère, l'objet de nouveaux échanges parce que les enjeux sont un petit peu différents. En tout cas, un grand merci à tous les intervenants pour la qualité de leur intervention. Merci Aurélien, merci Miguel d'avoir organisé ce webinaire et merci donc à vous tous d'y avoir participé et d'avoir répondu à toutes nos questions. Un webinaire, d'autres événements à venir avant qu'on termine, Aurélien, ou justement on attend l'année prochaine? On peut renvoyer sur le site de l'espace éthique www.erepl.fr où toutes les informations sont disponibles. D'autres webinaires en projet, mais pas forcément avec des dates très précises encore. D'accord, merci. On se tiendra bien sûr au courant sur le site de l'EREPL. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.